bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde et nous sommes tous fidèles au rendez-vous. Et tout d'abord évidemment Arnaud à la technique que nous remercions. Et puis toujours ce duo d'enfer au standard pour recevoir vos questions, observations, satisfactions comme mécontentement, demande de précision. C'est Patrice et Sylvie qui sont au standard prêts à répondre au téléphone ou à recevoir vos courriels électroniques. Et puis donc à ma gauche, Lara Stam. Bonjour Lara qui m'assistera aujourd'hui. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Tout d'abord, merci pour le samedi dernier, pour vos messages, votre présence nombreuse et puis tout ce qu'on a pu recevoir comme orientation sur cette entre guillemets matinale de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. On vous remercie chaleureusement. Est-ce que vous êtes allé communier, Lara ? Non. Bon. Moi non plus. Rappelez-vous ce qu'on a pu apprendre par mon baptême arménien. En fait, je suis hérétique vis-à-vis de l'Église catholique traditionnelle. Ah, ça, c'est un ami d'un patron d'émission chez qui nous avions dîné, dont en effet, le prêtre avait été très en colère. Il m'a refroidi et voilà. Sur depuis, mon baptême arménien. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Voilà, il s'en remettra. Raphaël Beslu, directeur de publication de Géopolitique Profonde. Donc, on fait le tour de l'équipe avant de présenter l'invité du jour. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, merci pour l'invitation. Raphaël, je crois que nous sommes en novembre et en novembre, plus directeur de publication, entre autres, une des publications de Géopolitique Profonde, c'est son magazine mensuel, sa revue, mensuelle, et je crois qu'il y a la revue de novembre qui est arrivée. Tout à fait, elle vient de sortir, elle est en cours de livraison pour tous les abonnés à la revue, et nous sommes très contents parce que, encore une fois, c'est une revue qui va être très intéressante. On a Gérard Chevrier qui nous parle de l'arsenal nucléaire français. On a Pierre Hillard qui met les pieds dans le plat avec un sujet un peu tabou dans les médias alternatifs ou dissidents, mais qu'il faut oser aborder sur les Lubavitch. Laurent Ozon, comme d'habitude, qui nous propose des articles très intéressants en technosciences. Là, c'est la révolution des champignons. Et après, de l'économie, la décentralisation, importante pour tous ceux qui s'intéressent à l'évolution de la finance internationale. Merci Raphaël. Alors l'invité du jour qui a déjà des remarques à faire, c'est Pierre Jovanovic, le magnifique. Comme on parlait de nucléaire et puis ensuite des champignons derrière, donc je me dis c'est tout à fait logique. Elle est Lubavitch. De toute façon, Pierre n'en manque pas une. On se souvient encore de la dernière sur le harcèlement. C'est un cocktail explosif, Lubavitch, champignons, nucléaire. Voilà, c'est ça. Surtout que les Lubavitch, ça pourrait mettre en colère Vladimir Poutine, première puissance ou deuxième puissance nucléaire et militaire au monde. Donc Hillard déclare la troisième guerre nucléaire mondiale. Donc bonjour déjà et bienvenue dans ce livre journal. C'est gentil. Je suis ravi de vous retrouver, de retrouver Lara, de retrouver Nicolas, et de retrouver surtout de retrouver tous nos auditeurs de Radio Courtoisie qui me connaissent bien depuis toutes ces années. J'ai toujours adoré les auditeurs lecteurs de Radio Courtoisie, puisque c'est les auditeurs qui lisent le plus de livres. Oui, absolument, de toutes les radios. Ah, je pense que pour un auteur, il est préférable de passer 1 heure, 2 heures avec un patron d'émission pour vendre un livre que même d'aller sur France Inter. Bien sûr. Il y a plus de ventes in fine. Ou France Culture. Quand on voit leurs émissions qui sont repassées en digital, je veux dire, s'ils font 50 vues, c'est le maximum. C'est assez surréaliste. En plus, ils nous coûtent un argent fou, ces gens. Enfin bon. Ah oui, il y en a un pognon de dingue. Un pognon de dingue. C'est pour l'hôte de l'Élysée. Pognon de dingue. Donc, c'est tout de même, on rappelle, parce que c'est son maître ouvrage et c'est un livre magnifique. Et on a raté l'occasion, d'ailleurs, Radio Courtoisie, c'est dommage, de mettre lorsque la republication Enquête sur les anges gardiens, nous avions fait une émission qui avait été très suivie, qu'on avait voulu mettre en CD à l'époque. Rappelle-toi, Pierre, pour l'enquête sur les anges gardiens, vraiment un livre absolument incroyable, exceptionnel, qui a... Je l'ai lu.
Que tu Il est très bien. Tu l'as lu. Il est très très bien. Est-ce que ça a aidé à ta conversion? Justement. Tout à fait, oui. Après avoir lu, tu te dis, mais finalement. Finalement, ouais, c'est vraiment tout ça, ça Miracle existe. existe. C'est absolument. J'étais moi-même très surpris. Les livres aussi. Et on 600 salue oui. les anges gardiens de tous nos auditeurs. Alors. On les embrasse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est digne de Padre Pio comme formule, ça. Ah bon, d'accord. Padre Pio parlait aux anges gardiens de... Ah ouais, mais moi je les parle à anges mon ange venaient, oui. régulièrement, bien Non, sûr. mais lui, Padre Pio parlait aux anges gardiens de ses fidèles. Oui, mais moi, de temps en temps, ça m'arrive effectivement de parler aux anges gardiens de mes amis qui sont loin. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne de manière absolument... Vous savez, n'oubliez pas, c'est Cardinal Danielou qui avait parlé de ça, et j'ai une admiration fondamentalement profonde pour le Cardinal Danielou, qui a eu le bon goût de mourir dans une maison close à Paris. Donc c'est ce qu'il avait fait. Donc je trouve que c'est une belle mort. Ouais. Non, mais c'est digne de Félix Faure. Je ne sais pas s'il est mort en odeur de sainteté, mais en tout cas son ange gardien a beaucoup d'humour. Voilà. Bah oui. On a évoqué hier les odeurs de sainteté, puisque l'auteur de 666, 777 et surtout le 888 vient d'éditer, puisqu'il il n'est pas seulement journaliste, essayiste, Pierre Jovanovic, il est aussi éditeur. Directeur littéraire. Voilà, directeur donc littéraire. Le Jardin des livres aux intemporels, sa dernière publication de Margherita Guarducci, La découverte de la tombe de Saint-Pierre, la plus mystérieuse des aventures archéologiques du XXe siècle. Ce que je vous propose, Pierre, si vous voulez en dire 2 minutes avant qu'on lance la revue de presse. Oh, bah c'est gentil, mais c'est un travail... vraiment très brièvement, parce qu'on a fait une grande émission hier. Déjà hier soir. C'est surtout que le pape François a reconnu effectivement le travail de Margherita Guarducci, qui n'est pas du tout controversé, contrairement à tout ce que voilà. C'est-à-dire qu'on a bien retrouvé les os. Il n'est pas en chair en os, mais juste en os de Pierre. Et donc il y a eu cette messe en Mondiovision en 2013. En direct d'ailleurs, qui a été retransmise directement du balcon, et avec une caméra qui était fixée sur l'obélisque, parce que c'est là où Pierre a été crucifié, donc tête à l'envers ou pas, peu importe. Voilà, et ça a été retransmis dans le monde entier, sauf effectivement en France. Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup de gens sont passés. Il y a des lecteurs qui me disent, mais je ne savais pas que le pape avait ça a été reconnu officiellement. Voilà. Oui, Contrairement au soir de Turin, où peu importe les doutes. Bon, oui, il y a des là, doutes au moins de là, il y a l'Église, pas ça c'est sûr. Voilà, au moins l'Église doute. On ne doute pas de sa propre fondation. Voilà, on est content. Exactement. Quand Mais même. non, mais ils doutent. Attends, il y a énormément de prêtres qui doutent. Je veux dire, nombre de prêtres qui disent, enfin, je suis devenu prêtre juste pour avoir un statut social. C'est bon, on les connaît. Et puis il y a des archéologues qui instillent le doute. On parle surtout les archéologues israéliens, Jacovici, Simcha, c'est pas un Lubavitch, Simcha Lubavitch, je me souviens plus de son nom. Enfin bon, peu importe, on le retrouve dans la découverte de la tombe de Saint-Pierre et surtout dans 888. Je montre que ces gens ont fait un travail de sape absolument remarquable. En disant que le Christ était descendu de la croix, qu'il est parti prendre sa retraite dans un kibbutz. Sa croix sous le bras. Grosso modo, oui, il a pris... C'était un peu l'idée de... C'était un peu l'idée d'ailleurs de Kazantzakis, La dernière tentation du Christ, qui est l'un des plus beaux livres que j'ai jamais lu. L'idée en fait, c'est que le temps s'arrête et qu'il y a deux alternatives, c'est-à-dire que d'un côté le Christ meurt sur la croix, et puis de l'autre le diable lui montre un chemin alternatif, c'est-à-dire qu'il descend de la croix, il va épouser Marie-Madeleine, etc. Bien sûr. Voilà, c'est formidable, c'est un livre magnifique, c'est écrit, ce livre devrait être donné en communion à la messe, tellement c'est beau. Et les traditionnalistes cathos, d'abord ils n'ont pas le livre, donc ils ont posé des bombes dans les cinémas quand le film est sorti. Enfin, c'est assez triste, alors que Kazantzakis, c'est un des plus grands auteurs que la Grèce ait eu. D'ailleurs, à Chypre, vous avez l'aéroport Kazantzakis, ou à Rhodes, je ne sais plus. Enfin, non, c'est à Chypre, je crois. L'aéroport Kazantzakis. Donc, vous voyez, c'est aérien.
comme style. Enfin, c'est un récit imaginaire, puisque eh bien, le réel, l'archéologie permet de... Absolument, voilà. mais reposant quand même sur les évangiles. C'est quand même... il met en scène des personnages des évangiles, exactement comme l'a fait Mickey Valtari dans son livre Rome et Jésus le Nazaréen. Enfin, je veux dire, ce qui est imaginaire, c'est la tentation. Ça, il la présume peut-être. Mais nous sommes tous humains, on a tous eu des tentations. Mais vous ne comparez pas au Christ quand même. Non, je parle pas je parle de nous, hein, parce que la spécialité des curés, c'est toujours de nous accuser de tous les péchés du monde, etc. Ça va, c'est bon, on a donné, c'est bon. Hein. Surtout eux, ils sont très mal placés pour. Voilà. La découverte de la tombe de Saint-Pierre. Voilà, donc Saint-Pierre a vraiment existé. Voilà. Il est bien mort à Rome à l'époque de Néron. C'est ce qu'elle explique, par exemple. Voilà, et elle est épigraphiste, ça c'est très exactement, intéressant. comme quand le Christ a dit tu t'appelles pas Simon, désormais tu vas t'appeler Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Cette pierre je vais construire mon église. C'est un jeu de mots, un humour noir, dites-vous, expliquez-vous. C'est dans les deux sens, absolument, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment fait, il a construit l'église catholique, enfin Rome, c'est le plus beau monument au monde, hein. Sur la tombe de Pierre, il l'a vraiment fait au sens propre comme au sens figuré. Et vous expliquez dans 888 voilà. La tradition de mettre un caillou, de mettre une pierre sur les tombes juives. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça a été mon déclencheur, hein, pour écrire le livre 888. Hein. C'est à l'enterrement d'un journaliste qui venait ici de temps en temps, de mémoire, Paul Vermus. À l'enterrement, donc, qui était enterré au carré juif de cimetière Montparnasse. Et j'avais pas compris enfin, sur toutes les pierres, toutes les tombes à côté, il y avait des pierres partout. Je pensais que les ouvriers avaient fait un travail de vraiment abominable en salopant toutes les... Et en fait, pas du tout. Quand on visite, quand les Juifs visitent une tombe dans un cimetière, ils posent une pierre pour marquer. C'est comme le petit Pousset. Sans pas les traces de l'intifada. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un peu comme Moïse. Hein, tu ne tueras point. Hein, Netanyahou, il a pas l'air de connaître Moïse. Moshe. Il faut lui dire Moshe, peut-être. Ou Shlomo. Ce sont les mêmes, lettres, mais elles sont inversées. Comment ils appellent le Mossad, les Shlomo. Vous avez remarqué qu'il y a les mêmes lettres en hébreu et arabe. Hein. C'est les mêmes. Sauf qu'elles sont inversées. Le B et le R est inversé. Oui, écoutez, on copie comme on peut. Hein, parler de Shlomo et Moshe, c'est pour ça, c'est pas une copie, c'est que justement l'un a la vérité de l'autre. Mais il n'y a pas de voyelle. Tant que vous tuez l'autre, vous n'aurez jamais accès à votre propre vérité. C'est ça l'immense sagesse de ce genre de choses. Si vous tuez l'autre détient le commandement même qui est celui que votre Dieu vous a donné. C'est ça. Donc ne jamais tuer son prochain parce qu'il vous coupe de vous-même. C'est ça. Là, en l'occurrence, on attend... eux, ils attendent le retour de leur Messie. Hein, à Gaza, donc c'est pour ça qu'ils sont en train de continuer tous les bombardements, y compris au Liban maintenant. Mais il paraît que la France, nous sommes les protecteurs du Liban. Donc, je comprends pas pourquoi on n'envoie pas nos militaires défendre. Attendez, on les a envoyés à Tripoli, on les a envoyés en Libye pour s'occuper de Kadhafi. Et là, le Liban, qui est notre protectorat historique, on les laisse être massacrés sans problème. Monsieur Macron n'a aucun problème avec ça. Il va assister... je ne sais pas si vous avez regardé le match France-Israël, c'était assez intéressant. Non, parce que il paraît qu'il a été nul à tous les niveaux. Ça a été nul à tous les niveaux, je confirme. Il y avait les 3 derniers petits présidents. Les 3 derniers... il y avait plus de politiques et de policiers que de spectateurs. Oui, c'est ça. Il y avait plus de... Non mais sérieusement, il y avait de mémoire, il y avait 4000 policiers, plus quasiment 2000 de protection, vous savez, tous les mecs là devant la Fnac, des mecs de sécurité soi-disant privés, etc. Donc ça fait 6000, d'accord. Et il y avait à peu près 10 000 ou 12 000 spectateurs. Voilà. En fait, techniquement, le Stade de France était vide. Les Français et les amateurs de football ont fait un bras d'honneur à toute la classe politique et à tout leur soutien à Israël. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà.
Eh ben, on a commencé la revue de presse avant la revue de presse. Je n'aurais pas dû le dire à Pierre Jovanovic, à l'empereur, au magnifique Pierre Jovanovic. Au pape de la fake news, n'oublions pas le pape de la fake news, devant lequel tous les jours ou toutes les semaines, notre ami Mike Borowski doit s'incliner. Évidemment, c'est ton élève et tu l'auras à partir de 10h30. Mais j'adore Mike, on s'entend bien, mais c'est vrai qu'ils peuvent bidonner tout ce qu'ils veulent. La liste des licenciements, ils peuvent pas la truander. Voilà. Ils peuvent nous dire qu'on n'a que 2% d'inflation. Hein, moi, je rappelle juste à tous les auditeurs là que si vous avez encore un livret A ou il est rémunéré à 3% et que le nouveau ministre des Finances va le ramener à 2,5%. Voilà, parce que ça coûte trop cher à l'État, en fait. C'est ça l'idée. Alors que l'inflation est à 10-12%, la véritable inflation. Voilà. On est bien d'accord. On rappelle que tu fais une revue de presse. La revue de presse sur... En particulier avec Olivier Pichon, c'est ça ? Oui, avec Olivier Pichon sur TVL, donc ça c'est la grande messe, mais là elle repose sur la revue de presse écrite qui est disponible en général tous les lundis sur quotidien.com. C'est la grand-messe sinon, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est la grande messe des fake news. C'est ce qu'on a fait. Bah oui, le journal Le Monde m'avait nommé comme étant le pape de la fake news. Donc je me suis dit, donc je suis allé à Rome et j'ai vu le couturier du pape et il m'a très gentiment cédé une des tenues de rechange du pape François. Donc la tenue que vous voyez... Ah oui, c'est la vraie tenue de François. C'est une des tenues de rechange. On fait la même taille. Tu te balades, non, tu te balades jamais, j'espère, dans la rue. Non, mais quand on a fait... j'ai fait la dernière revue de presse avec Dieudonné, ça a été... mais complètement extraordinaire. On a pulvérisé les scores, là. Je veux bien le croire. En effet. Allez, on lance la revue de presse. Arnaud, merci de cette émission. Je dirais la mise en perspective du procès des attachés parlementaires, des députés européens, plutôt députés français au Parlement de Strasbourg du Rassemblement national, dont on vient d'avoir les réquisitions du parquet général, avec finalement... dans cette mise en perspective, toutes ces embûches, toutes ces étapes, toutes ces choses trappes que Donald Trump a dû endurer, subir pour réaccéder néanmoins de façon triomphale, il y a 10 jours maintenant, à la Maison-Blanche. Il est le nouveau président élu. Et pourtant, que ne lui a-t-on fait ? Que ne lui a-t-on reproché ? Tout a été jusqu'à l'élimination, la recherche de l'élimination physique pour s'en débarrasser. Et en particulier, la justice a fait son triste office. On rappelle l'influence du ministère, du ministre de la Justice, qui, aux États-Unis, a beaucoup d'influence. Et puis, dans les États, rappelons qu'aux États-Unis, les juges sont élus. Ce qui fait que lorsque vous êtes dans un État démocrate, par exemple, eh bien, vous avez des juges démocrates. Et que ces juges démocrates, en général, n'ont pas ménagé leurs efforts pour essayer, par tous les moyens, d'éliminer Donald Trump. Il a survécu à tout, avec, pour moi, ce qui est mais chacun va évidemment pouvoir parler, donner son avis et puis échanger sur ce sujet, et puis par esprit d'escalier, bien, on verra bien comment se termine cette revue de presse au bout d'une heure et demie. Mais en tout cas, pour moi, Trump, ce qui a fait sa force, ce qui fait toujours sa force, c'est qu'il ne renonce jamais et il ne reconnaît jamais. Jamais il ne va s'excuser. Donald Trump n'est pas quelqu'un qui est dans la culture de l'excuse, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne se présente pas spécialement comme une victime. C'est pas une victime, Trump. Et les États-Unis et le peuple américain, ne sera pas avec Trump représenté par une victime. Bien au contraire, qui pleurnichera sur la scène mondiale. C'est quelqu'un qui va imposer, comme il l'a toujours fait dans sa vie, les choix et les convictions qui sont les siennes. Ne jamais céder rien. Ne rien céder. Ça, c'est la devise, s'il en est une, de Donald Trump. On lui tire dessus, il se couche, plutôt il s'accroupit pour se protéger, puis se redresse et dresse le poing et fight. Battez-vous. C'est le message fondamental qu'il a donné à cette working class qui est la classe populaire, classe moyenne qui l'ont élu. Il y a donc 10 jours aux États-Unis pour un second mandat. Et nous avons d'un autre côté Marine Le Pen qui crie à l'assassinat politique. Elle était hier soir sur le majestueux
journal de 20h de TF1, c'est le plus important. Il est suivi par toujours plus de 10 millions de téléspectateurs. Et elle explique que, eh bien, on lui inflige, ou on voudrait lui infliger la peine de mort, avec exécution provisoire. C'est-à-dire, on va te couper la tête, mais avant même que la plaidoirie, pratiquement. C'est absolument... Alors ça, c'est pas mal trouvé, pour le coup. Mais néanmoins, c'est toujours ce positionnement, en tout cas, il me semble, mais chacun va bien sûr pouvoir en parler, être un positionnement plutôt de victime, et c'est pas à mon avis comme ça qu'elle va s'en sortir, même si elle a bien conscience en tant qu'avocate, et je vais tout de suite poser la question à Pierre Jovanovic, que si les carottes ne sont pas cuites, en tout cas sa survie politique, et la survie peut-être politique même du Rassemblement National, est en jeu aujourd'hui. Vous savez, alors permettez-moi de dire que la survie du vous en Rassemblement... foutez. Non, la survie du Rassemblement national... je veux dire, ça fait des années qu'ils sont dans la survie, on va dire ça comme ça. Ils sont d'ailleurs devenus paranoïaques à cause de ça. C'est une des raisons pour laquelle Marine Le Pen, effectivement, a peur. Moi, je rappelle qu'il y a d'autres politiciens de gauche, d'ailleurs, et de droite, qui sont passés sous les fourches codines de la justice pour exactement les mêmes raisons. Et en fait, ils n'ont jamais véritablement reconnu. Donc là, effectivement, Marine s'est mise dans une situation... quand elle dit qu'on cherche son assassinat, elle n'a pas tort. Hein. D'ailleurs, on a bien vu la déclaration de la procureure en disant « j'ai pas d'éléments ». Mais ça m'aurait fait mal. Ça m'aurait fait mal sous-entendu, ça m'aurait fait mal au bip. Non, mais attendez. Donc déjà, rien qu'avec ça, techniquement, elle pourrait gagner son procès. Parce que, ou le reporter ad vitam aeternam. Parce que c'est insupportable, c'est un procès politique. Donc, techniquement, quelque part, elle a gagné par faute, un chaos technique, une faute grave de la part de cette magistrate. Et en même temps, n'oubliez pas, quand elle dit que ça a été organisé par Madame Taubira, et l'allemand, là, oui, parce que c'est vieux, ça a 8 ans, 10 ans. Oui, c'est vieux, mais c'est des règlements de compte. C'est Schmitt, le président, justement, de l'Assemblée de Strasbourg. Exactement, oui, c'est des règlements de compte, tout sur des simplement. Affaires qui datent d'il y a 20 ans. C'est ça. Vous savez, moi, je vais vous faire une autre... D'abord, n'oubliez pas, l'Union européenne, Bruxelles, c'est les Américains. C'est eux qui décident, c'est eux qui ont la main. Ça, c'est la première chose. Et moi, je vais vous donner un élément que vous allez pouvoir accrocher. Rappelez-vous quand Éric Zemmour se présente et qui va faire son grand meeting à Villepinte. Oui. J'y étais. J'avais couvert je crois. J'avais couvert la chose. Non. Écoutez bien. L'ambassade américaine... Non, pardon. Le ministère des Affaires, le State Department américain, d'accord, sort une dépêche en disant aux Américains en France, surtout... n'allez pas au meeting de Villepinte de Zemmour. D'accord ? Alors, moi, en tant que journaliste, pardonnez-moi, mais je veux dire, déjà, rien qu'avec le décalage horaire qu'il y a au State Department pour s'occuper d'un meeting qui est organisé dans une banlieue pourrie à Villepinte où personne ne voudrait jamais aller, même pour un meeting d'ailleurs. Vous voyez, les Américains ont fait en sorte pour qu'il y ait personne, pour que ça soit, pour que les gens aient peur. Parce que donc la dépêche du State Department, c'est n'allez pas au meeting de Zemmour, c'est très dangereux, il y aura des affrontements. Enfin, je vous fais ça de tête. Et donc les Américains se mêlent de nos élections, mais ils disent tout le temps, ce sont les Russes qui s'occupent de. Les Russes, Poutine, machin, c'est tout le temps. Alors que je veux dire, les Américains le font tous les jours, systématiquement. Et là, ça a été organisé par les Américains, je veux dire, par l'Europe, parce qu'il est hors de question d'avoir des populistes au gouvernement. Et ils étaient persuadés que Marine allait gagner les élections. Donc il fallait l'éliminer et lui mettre typiquement une épée de Damoclès, voire même plusieurs, au-dessus de la tête. Vous me suivez ? Ouais. C'est très intéressant de noter. Là, c'est une épée de Damoclès les Américains, n'oubliez pas, là, c'est vraiment le côté woke. Et je veux dire, mais quel homme de permanence, quel diplomate de permanence à Washington, d'accord, à 3h du matin, va dire attention, c'est extrêmement dangereux, alors que dans tous les autres pays au Moyen-Orient, les mecs étaient bombardés, enfin les bombes volaient tranquillement. Mais non. Vous lui avez dit ça, c'est interdit.
Bah, il le sait, à l'époque, oui, on en a parlé. Oui. C'est bizarre on a parce même qu'il échangé. il considère que c'est la guerre en Ukraine qui lui a fait perdre l'élection. Ah oui, mais ça, c'est son problème. Bah, moi, j'invite nos auditeurs à aller sur jovanovic.com. Oui. Dans onglet reportage, il y a justement le reportage Zemmour à Villepinte, et vous allez retrouver tout ça, parce que j'en parlais à ce moment-là. C'est très, très important de comprendre ça. Donc les Américains veulent empêcher les populistes. Je vous donne un deuxième exemple. Et après, on revient sur Marine Le Pen. Oui, mais on est sur Marine Le Pen. Oui. On est sur Marine Le Pen, n'oubliez pas. Enfin, là, sont les juges. Trichet. Hein. Là, c'est pas Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, monsieur Mario Draghi, monsieur Goldman Sachs en Italie, gouverneur de la Banque centrale d'Italie, organise à Rome à la même époque, on est 2012, un congrès, donc uniquement pour les gouverneurs de la zone euro, un congrès sur les dangers à venir du populisme. Parce que le peuple, ça fait peur. Le peuple, c'est que des gueux, des gilets jaunes. Descendants. Voilà. Donc, alors, les gouverneurs, les grands banquiers. Il faut se préparer. Il faut prendre des mesures prophylactiques pour les empêcher de monter. Voilà, donc c'était effectivement. Et pourquoi ils le savent ? Parce qu'ils ont volé l'argent du peuple pour sauver les banques en 2008 et 2009. Et ils savaient que le fait qu'il n'y ait plus d'école, qu'il n'y ait plus d'entretien de route et surtout la suppression de tous les lits dans les hôpitaux et des médecins, tout ça, qu'à un moment donné, le peuple va s'énerver. C'est sûr. Voilà, donc ils savaient déjà. Donc tout ça, c'est la même chose, c'est la même clique. Sauf qu'ils ont échoué avec la réélection de Donald Trump, qui est justement la vengeance de ce peuple, de ce peuple qui travaille et qui s'est vengé de ce que vous annoncez. Exactement. Donc ils ont quand même, in fine, aux États-Unis, pour l'instant, échoué. Ils ont échoué, mais attendez, ils ont tenu le pouvoir quand même pendant des années et des années. Oui, pendant 4 ans quand même, mais oui. Non, depuis 2008, 2009. Oui, alors... ça fait quand même pendant 10 ans ils ont volé l'argent du peuple. Mais le peuple, oui, mais moi la différence, Pierre Jovanovic, et c'est ça le thème de l'émission que j'aimerais vraiment instiller dans les esprits, c'est la différence entre la France et les États-Unis. Je rappelle, en 2016, nous avons l'élection de Donald Trump et nous avons le Brexit. L'année d'après, 2017, punaise, j'ai failli être grossier, on a Macron. Et là, on nous explique, et après l'assassinat politique de François Fillon, vous vous rappelez ? Exactement, très bien. Et là, 2024, on a l'élection de Trump, on a Poutine et la Russie qui va gagner la guerre en Ukraine, l'OTAN qui va se retrouver en grande difficulté, l'équivalent d'un Brexit. C'est-à-dire, et je crains qu'en 2025, on est à table en France, parce qu'on ne sait pas se défendre. Le peuple, parce que les représentants, il ne faut pas incriminer le peuple, comme ils le font sans arrêt. Là. Exactement. Mais j'ai entendu, juste je fais une parenthèse, j'ai entendu Christine Ockrent, donc je rappelle, il y a 8 ans déjà, elle avait dit que c'est mathématique, Hillary Clinton va gagner, donc pour vous montrer à quel point elle est nulle. Et là, elle nous avait expliqué que, effectivement, Kamala Harris allait gagner, c'était obligatoire. Et donc hier, elle s'est ramassée, mais elle a expliqué que c'est que des gens sans diplôme, c'est que des gueux, des descendants qui ont voté pour... Des ordures qui ont voté pour Trump. Là où Marine Le Pen fait une grosse erreur, à mon sens, allez-y. son équipe. Autant Trump s'est occupé effectivement avec les médias alternatifs, autant l'équipe de Marine Le Pen a un mépris complet des médias alternatifs, et ils sont passés complètement à côté, parce que l'équipe qui est autour de Marine Le Pen, c'est des vieux qui ne savent, qui sont toujours branchés sur TF1 d'il y a 30 ans. C'est un peu comme Charles Le Gave qui vous parle d'Air Liquide. C'est le seul truc dont il vous parle, Air Liquide. C'est un peu l'idée. Vous voyez, ils sont trop en retard. Marine Le Pen fait cette erreur. Jordan Bardella, lui, ne l'a pas faite. Lui, il communique à fond sur tous les réseaux sociaux. Il a encore un peu de mépris de classe pour les médias alternatifs. Voilà. Je rappelle. Oui, mépris de parvenu. Parce que classe, je sais pas, c'est plutôt un parvenu. Excusez-moi, si j'ai envie d'être méchant. C'est la même idée. Mais parvenu, ça veut dire. Et donc là, effectivement, elle risque de perdre.
Hein, et le Rassemblement, effectivement, risque de passer à l'as. C'est une certitude. Maintenant, c'est un règlement de compte et c'est Macron qui va décider. Ou plutôt le ministre de la Justice. Migaud, il est aux ordres de qui? Voilà. Et Barnier, il est aux ordres de qui? Comme c'est un procès politique, de toute façon, c'est eux qui vont décider. Et in fine, comme Macron ne fait qu'obéir, grosso modo, aux Américains pour la regardez toutes les entreprises qu'il a vendues, dont on a donné les autorisations de vente et des trucs stratégiques. Voilà, vendu aux Américains. Moi, je vous rappelle qu'il a été élu avec l'aide justement de tous les médias américains, de tous les médias en France qui sont financés par les Américains. Vous prenez un truc comme le Bondi Blog, c'est financé par les Américains, je vous le signale. Voilà, Bondi Blog. Non mais vous avez vu le contenu du Bondi Blog? Mais c'est n'importe quoi. Bondy, la ville de Bondy. La ville de Bondy, oui. Mbappé, Ça s'appelle Bondi Blog. Oui, mais c'est les trucs de gauche. Bon, voilà. C'est ça le problème, du RN, c'est qu'ils ne vont pas dans les médias, ils ne vont pas au contact. Véritablement, ils restent et ça c'est la paranoïa qui a l'essence même de la naissance du Front National et du RN dans l'absolu. Pierre, on va continuer ces échanges, mais j'aimerais, et c'est jamais facile quand on est en distanciel, pour pouvoir prendre la parole. Mais le malheureux, on va pas lui demander quand même de revenir de là où il habite chaque semaine. Je fais déjà moi-même 250 km. Raphaël, je sais que c'est un sujet qui vous importe et sur lequel vous développez justement le fait de l'importance d'user de médias alternatifs dont vient de parler Pierre Jovanovic. Trump a gagné grâce à ça. Tout à fait. Mais le problème, encore, je pense, c'est qu'on ne peut pas faire de comparaison entre Trump et la politique américaine et la politique française. Quand on regarde ce que fait le Rassemblement national, ils sont encore sur une stratégie, comme l'a dit Pierre, ils sont encore sur une stratégie de dédiabolisation et de politique conventionnelle. Et je vous rappelle, vous avez raison. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, encore et toujours, se prend les mêmes murs, ce qu'on devrait considérer comme des pièges, mais il semble ne pas se réveiller. C'est un accord entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen que Michel Barnier est devenu Premier ministre. Donc moi, je me demande, lorsqu'on voit ce genre d'accord et qu'on voit la riposte du pouvoir qui est en fait de vouloir couper la tête du Rassemblement national, voler l'argent des Français, parce que lorsqu'on veut condamner le Rassemblement national en tant que personne morale et demander 4 millions d'euros, c'est l'argent en fait public, c'est l'argent des électeurs, et ensuite vouloir faire en sorte que de nombreuses personnalités politiques puissent être inéligibles pendant plusieurs années, c'est tout simplement un sabotage intégral du Rassemblement national, mais qui de toute façon en plus n'est même pas sur une bonne stratégie politique, étant donné qu'ils veulent continuer, non pas comme Trump qui lui en fait est un rouleau compresseur qui assume sa politique et qui décide d'aller sur tous les nouveaux terrains, notamment les médias alternatifs. Eh bien le Rassemblement national se positionne, mais en même temps continue les concessions et les compromissions. Mais vous avez tout à fait raison, Raphaël. Vraiment, c'est un très très bon résumé. La stratégie de dédiabolisation n'a jamais fonctionné. Je veux dire, c'est passer son temps à s'excuser, ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr que non. Et c'est un truc très féminin d'ailleurs. De s'excuser ? Oui, non, mais je dirais que c'est un truc un peu féminin. Je suis complètement, pour une fois, à l'opposé de votre avis. Au contraire, les femmes ont une mauvaise foi absolue. Oui, mais c'est avec nous. On va demander à Lara. Mais c'est avec nous, mais publiquement. Mais publiquement, c'est autre chose. Là, dans les histoires de couple, effectivement, on s'en prend plein la tête. Oh là là, mais c'est quoi ce... Mais dans l'absolu, elle est toujours dans l'excuse. Elle est toujours dans l'excuse. Raphaël l'a parfaitement résumé. Je veux dire, la différence entre... C'est vrai qu'on ne peut pas comparer. Là aussi, enfin, si, on peut comparer dans l'absolu. Parce que il y a, grosso modo, 10 ans nous séparent de ce qui se passe aux États-Unis. Exactement. Voilà, les histoires de woke, moi je les ai vues il y a 15 ans, 20 ans maintenant. You hurt my feelings. C'est un truc qui n'existait pas en français. Vraiment, je suis très touché. Tu as abîmé mes sentiments. You hurt my feelings. Cette fameuse expression. Et Marine et son équipe d'ailleurs sont dans ce truc-là. Trump, lui, il est debout et grosso modo, je vous merde, voilà, je vous emmerde tous, voilà. Et il est debout et il continue. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Et il a eu 78 procès.
Ils l'ont mis en garde à vue, je ne sais plus, 3 ou 4 fois. Ouais, c'est ça. Ils ont 3 ou 4 fois. perquisitionné. Rappelez-vous l'histoire du mug. Vous savez, quand vous passez devant le shérif, ils font votre photo. C'est ça. Il y a eu la fameuse. Il a vendu il l'a envoyé sur les réseaux sociaux. 1 million de tasses avec sa photo de son arrestation. Je veux dire, déjà, c'était un signe comme quoi le peuple était derrière lui. Voilà. Et en fait, le peuple aujourd'hui, mon sentiment, c'est que le peuple français aujourd'hui veut quelqu'un de genre de Gaulle. Voilà. On veut un militaire qui tienne le pays. C'est en train de partir dans tous les sens. Regardez, aujourd'hui, vous avez les Gilets jaunes qui fêtent leur 6e année. Mon sentiment, c'est qu'ils attendent quelqu'un qui prenne le pays et qui tape sur la table en disant les OQTF, je les prends tous et je les vire en 48 heures, tous un par un. Et là, on vous explique plus de 48 heures. Oui, non, mais vous avez compris l'idée. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas OQTF et puis le mec, il est là 2 ans après. Alors, regardez ce qui s'est passé encore. Enfin, et ça n'arrêtera pas. Et ça va. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, c'est que des bip molles. C'est que ça. Mais c'est parce qu'on n'a plus le pouvoir. Parce que le pouvoir est à Bruxelles. Pierre, vous allez pouvoir vous exprimer. Il y a 35 minutes et vous savez qu'elle va commencer par s'excuser, vous inquiétez pas, puisqu'elle va parler publiquement. Non, mais c'est une plaisanterie. Lara, est-ce que vous avez un mot à dire aussi ? Déjà, je vais dire que j'ai pas entendu ce que j'ai entendu tout à l'heure au sujet des femmes. Moi, je pense que c'est pas un sujet de femmes, Nicolas, parce que Fillon, il a fait la même chose. C'est-à-dire, il est allé tout de suite s'excuser, etc. C'est un problème de français. Et effectivement, c'est 10 ans de retard dans la façon de traiter ce qui se passe, c'est-à-dire les accusations du mainstream, du politiquement correct. Donald Trump, il s'est diabolisé exprès et on lui dit ordure, enfin on dit c'est des électeurs sont des ordures, il se drape dans les vêtements de ramasseurs d'ordures. Il fait l'inverse exact. Il a fait l'inverse, à chaque fois il a pris le contre-pied du politiquement correct. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Nous, Marine Le Pen, enfin le RN, moi je les apprécie, mais faut quand même voir comment il faut batailler pour avoir un député à nos antennes, alors qu'on leur tend le micro, et notre public est celui qui va contribuer, qui va réellement voter, et qui va effectivement faire campagne si nécessaire dans les campagnes mais en communication, ils sont nuls, mais ils ont toujours été nuls. Et ça, c'est malheureux. C'est-à-dire, Jean-Marie était peut-être un peu moins nul quand il se mettait une coiffe de chef indien, par exemple. Non, mais Jean-Marie Le Pen, c'était un Trump avant l'heure. Oui, il était 10 ans en avance. Il a toujours... Mais le peuple n'était pas mûr à l'époque. On peut dire ce qu'on veut de Jean-Marie Le Pen, mais il a toujours été droit dans ses bottes. Et au contraire, il aimait bien la provocation. Ouais. Et les journalistes adoraient ça. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, aujourd'hui, dans les écoles de journalisme, maintenant, on leur apprend plus du tout à écrire, contrairement à ce que dit le terme journaliste. C'est majoritairement des journalistes audiovisuels. Donc, il faut avoir des images qui choquent, qui provoquent pour que ça passe et pour que le spectateur réagisse. C'est que ça maintenant. Tout ne fonctionne que de cette façon-là. C'est la nouvelle façon de faire du journalisme. Et donc, Jean-Marie Le Pen, c'était le super client. Mais encore aujourd'hui, vous avez des films d'il y a 20 ans, 30 ans, je veux dire, je vais te faire courir le rouquin, ça passe en boucle sur YouTube, ou Gainsbourg, sur TikTok, qui s'écrasait. Exactement. Gainsbourg qui a pris le billet de 500 qu'il a brûlé devant la caméra. Il assume. Il faut assumer ses positions. Et le problème c'est que ce sont des paranoïaques. Quand je dis paranoïaque, gentiment. Quelles sont aujourd'hui les positions du RN ? Est-ce que vous avez une idée de la ligne politique réelle ? Non, ils n'ont pas de politique réelle. Voilà. Vous savez très bien. Vous ne pouvez pas assumer quelque chose que vous n'avez pas. C'est déjà ça. Non, mais c'est déjà une posture. Enfin, on s'est compris. Le problème, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de véritable politique. Je veux dire, je vois pas très bien. Ils sont assez d'accord avec ce que faisait l'ancien RPR. Mais ils sont maintenant à gauche, en fait. Marine Le Pen est à gauche. Vous avez vu sa position sur la Nouvelle-Calédonie ? Avec le croisement des lignes, non, vous n'avez pas vu, je vais vous le dire. C'est-à-dire que sur la Nouvelle-Calédonie, elle défend la position des Kanaks.
C'est-à-dire, non, c'est pas parce qu'il y a eu 5 référendums, mais avec toutes ces violences, elle donne raison au fait qu'il faut composer. Elle est plus à gauche, elle a une position moins souverainiste que Emmanuel Macron lui-même sur la Nouvelle-Calédonie. C'est sidérant. Écoutez, moi, c'est le souci du RN, ça a toujours été comme ça. Mais attends, il n'y a pas que Marine, il y a tous les gens qui sont autour d'elle. Ah non, mais on est bien d'accord. Voilà, je dis pas qu'ils sont mauvais, c'est pas ça. Mais il y a un problème de communication. Un gravissime problème de communication et surtout je suis pas certain que les gens puissent faire la différence entre leur politique et la politique je veux dire de droite classique. Est-ce que vous ne croyez pas que certains dans son entourage veulent d'abord se servir? Je vois par exemple le fait de composer parce que ça leur permet de gratter un petit strapontin d'une direction à l'Assemblée nationale, des choses comme ça. Écoutez, je pense que c'est dans tous les partis, c'est la même chose. Oui, mais il n'est pas obligé un chef ne doit pas écouter ça. On imagine Trump écouter son conseiller en disant « vas-y mollo, parce que ça va, mais je ne pourrais pas obtenir telle certification ». Raphaël... c'est de la politique pure et dure. Oui. Raphaël, depuis tout à l'heure, voulait intervenir. Oui, parce qu'en fait, Pierre Benoît-Ville... Que tu as la parole, tu as intérêt à la garder. Parce que oui, après, non, mais je ne pourrais pas te sauver 10 fois. Je vais faire très court, c'est parce que là, en fait, on a rigolé, voire même balayé un argument qui est très important de la part de Pierre. C'est de parler... Là, la comparaison, c'était de parler du fait que ce soit une femme. C'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de virilité et de volonté de puissance et de domination en politique. Quand on voit l'entourage de Marine Le Pen... c'est ça le côté féminin dont il parlait. Oui, non, mais c'est bien sûr, il manque de la virilité et une volonté de domination. Margaret Thatcher, l'idée Margaret Thatcher. Là où je suis pas pessimiste, mais si je fais le constat actuellement, la population française aujourd'hui ne veut pas en fait forcément changer les choses et de manière brutale. C'est une minorité. La majorité des électeurs français ont déjà voté pour Emmanuel Macron. On a toujours une caste de malheureusement boomers qui suivent la même volonté politique et de vote politique, mais aussi regardez les élections américaines, la majorité des Français étaient pour Kamala Harris sur tous les sondages. Donc en fait, parce que les médias pendant 2 ans n'ont fait que de parler soit de Joe Biden, soit de Kamala Harris. Absolument. Mais on est bien d'accord sur ça, mais c'est que on voit encore aujourd'hui, même on voit la montée du Rassemblement national. Et d'ailleurs, c'est les fameux commentaires des médias mainstream, c'est l'horrible montée des extrêmes partout dans l'Union européenne à chaque élection. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire comme ce que fait la population, c'est-à-dire à choisir cette fameuse montée des extrêmes, c'est avoir une expression beaucoup plus brute et beaucoup plus claire de nos volontés politiques. On ne peut pas, en fait, faire de la compromission continue. On ne peut pas s'excuser constamment. On est dans une situation extrêmement grave où notre pays est en train de mourir, mais depuis bien longtemps. Donc, en fait, la carcasse est déjà bien pourrissante. Comme l'a dit aussi très bien Pierre, c'est que même si on essayait de faire des réformes intérieures, on a des instances supérieures comme l'Union européenne et Bruxelles qui sont contrôlées directement par les Américains. On a aussi une caste politique complètement déconnectée de la volonté populaire et qui s'entretient elle-même en vampirisant les ressources du peuple. Normalement, on est censé avoir un homme politique qui arrive en colère pour sauver le peuple. C'est ce que représente Donald Trump. Quand je dis qu'on ne peut pas faire de comparaison entre Donald Trump et Marine Le Pen, c'est si on voulait dire que Marine Le Pen serait sur la tendance du Trump français. Ça n'a absolument rien à voir. Regardez l'entourage aussi de Marine Le Pen. Ce ne sont pas des hommes entrepreneurs en colère qui en fait ont une volonté vraiment de puissance. Mais non, mais c'est vrai, il faut oser. Non, mais il faut oser le dire. Je pense qu'il faut oser le dire et ne pas avoir peur et ne pas faire un faux débat en disant oui, mais en gros vous êtes misogyne ou vous dites quelque chose contre les femmes. Non, la politique c'est une volonté de domination. Il faut vouloir écraser les autres et prendre le pouvoir par la force et pas en le demandant gentiment. Encore une fois, regardez les accords entre Macron et Marine Le Pen pour Michel Barnier, et ben maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un procès qui veut détruire le Rassemblement national. C'est ce qu'on récolte lorsqu'on est faible en politique. C'est tout. Et il faut le dire clairement. Et d'ailleurs, c'est une ligne qu'il faut défendre parce que, comme l'a aussi dit très bien Pierre, et c'est ce que je dis aussi personnellement, on est constamment en retard politiquement et même sur le plan idéologique. Tout ce qui arrive aux États-Unis, mais il y a entre 10 et 15 ans pour venir en France. En tout cas, vraiment le découvrir, que ça devienne un sujet principal. Regardez le wokisme, le LGBT, etc. Et ben en fait, là, il faut anticiper ce que Christophe Guilluy appelle la working class, c'est que là, on va assister à une montée des populismes. Et donc, il faut en profiter. Et pour en profiter, il faut avoir un discours beaucoup plus viril et agressif. Et il faut l'assumer, il ne faut plus avoir peur. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation de crise. Et ce n'est pas en demandant gentiment et en s'excusant qu'on va prendre le pouvoir. Entièrement, Raphaël a parfaitement résumé la chose. Moi, je dirais, je vous donne 2 exemples. L'autre jour, le Parisien a donné une information fort intéressante en disant que
le majordome, alors je sais plus, du Premier ministre, donc a été arrêté où on l'a avec je sais plus combien je sais plus si de la coke ou de la marijuana. 50 grammes. 50 grammes de Cocaïne. cocaïne. Voilà. C'est beaucoup, hein, 50. Ça, voilà, c'est une politique qui est sur les rails, hein. Ça va de soi. Une politique qui est bien sur les rails. Mais comme dit Non, mais pour Karine, réaliser, l'humoriste Karine Quand on Dubernet. dit 50 grammes, il s'agit d'une poudre qui pèse rien, et donc c'est une grosse quantité. Hein. Ouais, Là, d'accord. Faut le préciser à nos auditeurs, parce que moi, au début, 50 grammes, je me disais... Oui, on peut dire c'est pas grand chose, mais en fait, de farine, ça fait on a de quoi tenir une semaine, c'est ça l'idée, quoi. Oui, mais Oui, c'est mais monstrueux. mais le Parisien présente ça comme le majordome. Ouais. Moi, j'appelle ça un dealer. Ouais. Vous voyez le choix des mots? Hmm. C'est le choix des mots woke. Voilà. Ouais. C'est même même dans la presse. En fait, Raphaël, je viens de réaliser en écoutant Raphaël que même dans la presse, je veux dire, la presse est devenue, même Libération, ils osent plus faire des titres violents, provocateurs comme ils le faisaient quand ça a été lancé, hein, avec Sartre tout au début. C'était des titres extraordinaires qui faisaient rire la population. Même eux sont devenus complètement woke, tant et si bien qu'ils ont donné la rédaction en chef à un ancien du Shin Bet. Maintenant, c'est Israël qui pilote Libération, pour vous dire voilà, où on est arrivé en France. Voilà. C'est des bip molles où on permet à un agent israélien d'être rédacteur en chef d'un journal quotidien français qui s'appelle Libération. C'est absolument honteux. Mais ça résume parfaitement ce qu'a dit Raphaël. Oui, il suffit qu'on parle des anges et Raphaël est là. Voilà. Des archanges. Les archanges. Et surtout, en fait, si on regarde bien l'Europe, les seuls qui sont virils, c'est des Poutine. gens comme Orban. C'est les ennemis. Voilà. Mais, et ceux-là, mais tous qui sont autres, les ennemis du point? Regardez le point. Scholz. C'est pas l'incarnation c'est pas de la Angela virilité. Merkel non plus. Angela Merkel, elle avait... Boris Johnson, avec sa cacophonie sur la tête, c'est-à-dire le type qui est coiffé comme il est coiffé, il ne peut pas avoir tout... Vous avez raison. Alors, je vais même développer votre idée. Je pense que ça va intéresser notre ami Raphaël. C'est que j'ai lu les mémoires là, d'un sénateur... américain qui était dans le contrôle du budget de la CIA. Et en fait, je vous résume très simplement, là, depuis à peu près 10 ans, la CIA est devenue woke. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire des missions de renseignement, vous savez, comme dans les films, etc. Et puis enfin maintenant, c'est encourager les pays, les dirigeants de pays africains à accepter les homosexuels, à accepter les marches, vous savez, les marches de fierté homosexuelle avec une plume dans le cul, de Attention partout. quand même à son vocabulaire sur Radio Courtoisie. Oui, mais c'est pas anglais, hein, c'est français. J'essaie de lire les questions des auditeurs en On même est quand temps. même le matin. On n'a pas... Non, mais la CIA est devenue woke. Vous vous rendez compte? Et ils en sont devenus woke. C'est gravissime. Et ça participe, si vous voulez, de cette dévirilisation. Et qui sont les ennemis de la CIA, de tous les médias que contrôlent les Américains en Europe? Vous avez Erdogan qui défend son peuple et qui est on ne peut plus viril. Franchement, lui, quand il tape sur la table, je peux vous dire que tout le monde se planque. Ensuite, Orban, évidemment. Ces deux-là. Et là, on est carrément dans le Trump. mal alpha. Là, Bah oui, mais c'est c'est exactement ce qu'a dit Raphaël. C'est peut-être les femmes, mais les électeurs, je ne sais pas. Non, Nicolas, mais en fait, Napoléon Bonaparte, pardonnez, je veux dire aujourd'hui de vous demander dans n'importe quel endroit du monde, citez-moi un politicien français, c'est Napoléon Bonaparte que les gens citent. Tout le il n'a jamais été élu. Du vote, Nicolas, tout le processus donc il ne faut même pas y aller par vote, élection dans ce cas-là. Tout le processus du vote passe par la notion justement de pouvoir. C'est-à-dire qu'on donne pouvoir à quelqu'un pour qu'il aille voter, etc. Tout ça, c'est une délégation de pouvoir qu'on fait quand on élit quelqu'un. Et si au bout, on élit quelqu'un qui ne représente pas une puissance, qui ne présente pas quelque chose de viril et capable de s'en emparer, ça sert à rien. Donc effectivement, le peuple vote mal. Moi, Marie-France Garot m'avait dit le pouvoir, on ne demande pas le pouvoir, on le prend. Si je peux me permettre un dernier commentaire. On est tout à fait d'accord. Marie-France Garot était une... Pardon.
Oui, Raphaël. Oui, excusez-moi, c'est avant de Ne vous terminer excusez pas, Raphaël. Vous Non. venez de dire qu'il fallait pas s'excuser, alors. Vous Mais- devez donnez le prendre la exemple. parole. Non, justement, Excusez-moi, alors- prends la parole. Voilà, exact. Il faut pas confondre la courtoisie et la faiblesse. Mais en fait, bon, pour résumer C'est simplement, sûr. on parle vraiment de virilité. Regardez aux États-Unis, les femmes politiques républicaines, ce sont des femmes fortes qui veulent défendre leur foyer. Et vous avez même eu un changement important avec Tulsi Gabbard, qui était une démocrate Exactement. et qui, là, maintenant, rejoint l'équipe de Trump. Et regardez les promotions, les vidéos promotionnelles de Tulsi Gabbard, c'est à l'américaine. Elle fait un parcours du combattant. On la voit faire en fait un parcours d'obstacles, tirer à l'arme à feu et dire qu'elle veut purger l'administration. Voilà. Et là, c'est aussi, et c'est une femme qui dit ça. Et pour terminer, reprenez encore un exemple symbolique. Raphaël, Vous avez attends, Trump qui perd les Raphaël, élections. ça me fait penser à l'amiral, le travesti Oui, amiral. en jupe. Ouais, Non, mais jupe. voilà, de la C'est- santé, oui. Non, mais c'est Non, le c'est résumé de dramatique, notre c'est- émission. Ça, c'est dramatique. Pardon, Raphaël. Retenez, en fait, encore une fois, je pense qu'il faut répéter ça. C'est les moments symboliques de l'histoire. Quand Trump perd les élections, il refuse de perdre au début, hein, parce qu'après, il retombe sur une stratégie électorale en arrêtant de parler de la triche pour amener un maximum d'électeurs à voter. Mais au début, il dit « je n'ai pas perdu, j'ai été volé, etc. » Qu'a fait Marine Le Pen quand elle a perdu les élections? On la voit Rien. danser sur du Jean-Jacques Goldman. Voilà, je pense que là, on voit clairement la volonté politique derrière et la réaction qu'on a lorsqu'on perd et qu'on est censé avoir une véritable mission, un véritable destin pour essayer de sauver le pays qu'on aime. Mais Je pense que là, c'est pour très aller dans symbolique. le sens de Raphaël, l'histoire des 3 millions de votes qui sont apparus en pleine nuit, alors que c'est Marine Le Pen qui était en tête en France, et d'un seul coup, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 millions de votes, enfin, il y a quelque chose qui n'a jamais, pour moi, qui n'a jamais collé. Ouais, je sais pas Et tout à l'heure je dire, pensais mais- très sincèrement qu'elle mettrait cette affaire sur la table, mais pas du tout. Elle avait accepté la défaite. Elle n'a pas demandé d'enquête pour voir d'où venaient ces 3 millions de voix, etc. Alors que c'est la première chose que nous, on aurait faite, quoi. Enfin, je sais pas, ça me semble évident, mais bref. Effectivement, l'exemple de Tulsi Gabbard est parfait. C'est-à-dire que Trump a choisi des femmes à poigne, hein, qui sont connues pour ça. Alors que Biden est allé jusqu'à nommer des travestis. Enfin, c'est À complètement l'armée, dingue. oui. Ou alors des lesbiennes. Moi, j'ai rien contre des lesbiennes, mais je veux dire, c'est le côté homme. Tout est inversé dans les trucs. C'est mieux encore, c'est-à-dire que ils étaient dans une stratégie où en fait cette qualité d'être avelo ou d'être lesbien qui devenait une qualité Oui, c'est permettant communautaire. d'accéder. Et voilà, C'est-à-dire, c'est la communauté, on c'est accepte plus- par la voilà. communauté. Moi, je veux bien que tout soit ouvert en quelque sorte, et que le meilleur accède au pouvoir, quel qu'il soit. Mais Mais c'était pas ça. vous savez quoi, les histoires de woke, en fait, on a eu des spectacles absolument effroyables. Parce que nous, pour une fois, on a été en avance sur les Américains. Nous, on a eu comme responsable de com à l'Élysée ou ministre de la communication, Sibeth Ndiaye. Sibeth Ndiaye qui J'en ai s'habillait dans parlé des ce matin. de pyjama, qui s'habillait en pyjama pour aller au 14 juillet. Et les Américains, figurez-vous, Joe Biden a nommé Karine Jean-Pierre du même niveau, mais il faut parler aux communautés. Vous voyez Donc aujourd'hui, si vous voulez, et ça c'est la politique américaine d'il y a 30 ans, c'est-à-dire no discrimination. Voilà. Alors, Positive ça, discrimination. positive ou voilà. Mais sans même parler de ça, il y a des rapprochements à faire entre la classe politique française et par exemple Kamala Harris. On a ici à Paris Anne Hidalgo. C'est assez similaire. Hein. Ah mais tout à fait. Ah, mais D'ailleurs, elle complet. s'était ramassé 3%, je crois, à la présidentielle. Mais complet. Et elle va se représenter d'ailleurs. Hein. C'est une certitude. Ouais, il y a une rumeur là-dessus. Non, mais alors qu'elle a transformé Paris est devenue une poubelle géante. Hein. C'est franchement. Elle a saccagé Paris. Elle a saccagé Paris. Et après, elle s'étonne qu'il n'y ait pas eu de visiteurs, vraiment trop de visiteurs pour les Jeux Olympiques. Et, on va peut-être, chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Continuez à poser vos questions. Et à réagir. Et voilà, dans Juste pour la un revue de instant, presse. Lara, dans quelques minutes, à 10h, on arrête, on lance le bobino et on donne droit aux questions. Et on continue à discuter. Allez-y, Lara, je vous en prie. Juste une nouvelle qui est passée pratiquement inaperçue. Hein, ici, je pense, c'est Scholz qui a appelé Poutine hier pendant une heure. Oui, j'ai vu ça. Non, mais en plus, c'était assez drôle, voilà. ça. Donc, Mais ça, parce que les Américains, à mon la avis, panique Scholz est s'est fait totale, tirer l'oreille par la nouvelle administration américaine. Donc, il commence déjà à négocier pour la paix. Ouais, c'est assez drôle. Bah, voilà. Et, C'est pour pas perdre la face. Ah vous oui. voyez. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions. Il paraît, Scholz s'en est, disons, expliqué en disant qu'il a pu s'entretenir avec les Américains, les Britanniques et les Français
pour pouvoir passer cet appel. Ils se sont tombés, l'administration de Scholz a annoncé qu'il y aurait maintenant, à partir de maintenant, des contacts permanents avec l'administration russe, ce qui est très, très surprenant. Et puis, pour finir, en fait, il y a la Pologne qui s'est énervée parce qu'elle ne faisait pas partie prenante de cette... c'est pourparlers avant l'appel. Donc, la Pologne appelle, il n'y a pas de négociation d'Ukraine sans Ukraine. Et on a Zelensky qui a dit « Ça y est, la boîte de Pandore a été ouverte par Scholz ». Oui, mais bon, tout à l'heure on parlait parce qu'on a commencé l'émission. On a commencé l'émission sur Marine Le Pen, sur son procès, le détournement de fonds, etc. Mais je vous rappelle que l'Europe a envoyé 112 milliards aux Ukrainiens et j'ai pas le souvenir qu'on ait voté pour ça, littéralement, en France. C'est un détournement des fonds du peuple européen pour le donner à une puissance étrangère dont on n'a que faire. Je veux dire, on n'est pas... je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de détourner l'argent du peuple français pour le donner à des nazis bandéristes ukrainiens. Alors ça choque personne. Alors, toute la presse sur TF1, etc., personne n'a osé poser la question au ministre des Affaires étrangères, etc. Hein, ce sont les premiers à détourner l'argent des fonds publics. Hein, et notamment, en plus, à des nazis. Voilà. Néo-nazis. Néo-nazis. Je ne sais pas si Raphaël veut... Allez, il y a 5 minutes encore d'échange. Et Lara, ne touchez pas mes petits paquets, là. Je veux juste lire les questions. Non, c'est moi qui les lirai tout à l'heure. Raphaël. Je tiens juste à dire que ce que fait là aussi Pierre, c'est un excellent rappel parce que, vous savez, avec le temps, on oublie la naissance des conflits ou même certains contextes historiques. Il ne faut pas oublier, en fait, l'ucronazisme. C'est l'influence bandériste et colossale. Et aujourd'hui, on n'en parle plus avec le narratif qui se construit petit à petit, avec l'Ukraine qui perd du terrain, qui perd malheureusement beaucoup d'hommes. Par exemple, on ne parle pas du fait qu'il y a un enrôlement de force des hommes ukrainiens et que les femmes ukrainiennes fuient l'Ukraine et se retrouvent après dans du trafic humain et de la prostitution. On a Zelensky qui, lui, continue à demander énormément de fonds. Et en fait, là, ce qui se passe pour Scholz, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez en fait les pays qui financent, c'est-à-dire que même dans la liste des pays, l'Europe est comptée comme un pays. Vous avez d'abord les États-Unis, ensuite l'Allemagne, et après vous avez l'Europe. Donc là, si vous avez Donald Trump qui décide tout simplement d'arrêter de financer, eh bien, c'est logique que l'Allemagne décide de faire un appel comme ça. Mais de toute façon, là aussi, ce qu'il faut faire en termes de communication, c'est continuer à s'indigner en fait, de l'histoire autour de l'Ukraine et de la création de l'Ukraine et surtout de l'Euromaïdan et de l'influence américaine et surtout de cette dimension bandériste nazie qui est totalement assumée en plus par les forces ukrainiennes et la politique ukrainienne, c'est totalement assumé. Et on les soutient, Macron les soutient. Je vais dire juste un mot là de ce que vous dites, Raphaël, sur l'Allemagne, ils arrêtent de financer les Américains. Attention, on voit se recomposer aujourd'hui, bon alors ça je le vois gros comme une maison, toutes les erreurs du passé, surtout après la Seconde Guerre mondiale, du couple franco-anglais. Puisqu'évidemment, quand il n'y a plus de couple franco-allemand, il y a le couple franco-anglais. L'affaire de Suez, jusqu'à la Libye. C'est-à-dire connerie sur connerie. Et on a l'impression que le couple franco-anglais est en train, en juxtaboutiste, en belliciste, de se recomposer pour essayer d'imposer, dans cette période un peu de transition, une escalade en Russie et en Ukraine. Moi, je suis très inquiet. Pour la France, oui, c'est certain. Avec ce qu'on a vu pour le 11 novembre, il semblerait que ce soit la volonté de Macron qui veut vraiment envoyer ses mecs ou ses gars, je sais plus quelle expression. Il veut sa guerre, il veut sa guerre, le petit. Là. Voilà. Et je vous rappelle il n'a jamais fait son service militaire, mais vous voyez ces mecs, c'est ça qui est marrant, quoi. C'est fou. À mon avis, il vous envierait, Pierre, ce magnifique pull. Mais vous savez, moi j'étais secrétaire d'état-major. J'ai été secrétaire d'état-major, hein, attention. Mais en fait, aussi pour rebondir sur votre propos, Nicolas, vous avez dit connerie sur connerie. C'est trahison sur trahison quand vous regardez. C'est trahison sur trahison, absolument. L'état de l'Angleterre aujourd'hui, l'Angleterre enferme sa propre population, même des personnes de 16 ans qui ont participé aux manifestations suite au massacre et au viol justement de jeunes filles en Angleterre. Et vous avez en fait des personnes qui sont allées en prison à cause de posts sur Facebook. Vous avez une censure totale, vous avez un état de plus en plus totalitaire. Et en fait, c'est tout simplement une élite vampirisante qui trahit totalement sa population, qui est corrompue, qui est totalement dégénérée. Et comme en France, on a de toute façon... Les jeunes qui ont manifesté à Romans-sur-Isère, ils sont toujours en prison. Ah oui ? Ah oui, bah oui, donc c'est pareil.
C'est pareil. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un Romans-sur-Isère, peu le suite droit. à l'assassinat de Inimaginable. Thomas, ils sont toujours en prison. C'est une dictature soft, ceux qui sont en train d'installer, mais c'est vrai que Raphaël a raison Donc de le c'est souligner. en parallèle et c'est un miroir. Ce qui est intéressant, c'est parce que je l'ai vu hier, ça s'est passé, alors je crois que c'était jeudi après-midi, une gamine de 16 ans qui avait, et un autre de 18 ans, je veux dire, c'est des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils avaient posté sur TikTok et Facebook ou Instagram, et la police, et alors il y a eu à peu près 250 descentes de police entre jeudi et vendredi, y compris des journalistes de la police qui est venue les arrêter. En France ? En Angleterre. En Angleterre. Là, c'est Orwell. Ah oui, par rapport depuis les c'est manifestations. Orwell. Ah oui. Mais depuis c'est ces fameuses Orwell. manifs. Ils ont vidé des prisons. Ils ont vidé les prisons pour Pour faire enfermer de la les place. manifestants. Ouais. N'oublions En pas plus, le symbole. ils ont dit tous les mecs qui avaient violé, qui avaient étranglé, poignardé, etc. Ils les ont sortis de prison pour faire de la place pour ceux qui avaient mal pensé, qui avaient mal posté sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte ? Et on y va directement, hein. Je le rappelle. Oui. Alors, en Allemagne, on a vu la même chose. Il y a un Allemand qui a fait un jeu de mots en disant tête de con. Enfin, passons sur le Premier ministre allemand. La police est arrivée chez lui. Juste pour ça. Donc, vous voyez que ce qui est en train de se mettre en place, c'est très orwellien. On l'avait dit, hein, il suffit d'1 ou 2 degrés. On avait déjà quelque chose qui était arrivé à 1 degré, ou 1 ou 2 degrés, vous savez, la glace prend à un moment donné. Le système soft totalitaire devient réellement totalitaire. C'est ça, exactement. Et C'est une très bonne rappelez-vous, image. C'est une très bonne métaphore. En Grande-Bretagne, quand le préfet de police prend parole, il commence ses paroles par Salam alaikum. Pardon ? Le préfet de police britannique, quand il intervenait pendant ces émeutes en Grande-Bretagne, il a commencé son intervention par Salam alaikum. Bon, ça m'avait échappé pour le coup. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais je vous crois. Non, Raphaël? Si, c'est absolument vrai, il avait commencé par ça, et ça a choqué beaucoup d'Anglais, tout simplement parce qu'en fait, on voit, c'est un peu comme en France avec les fameuses zones perdues de la République, et le fait de vouloir acheter une certaine paix sociale, ou de collaborer avec des territoires où l'État ne peut plus agir, en fait. Et là, on voit un préfet de police qui dit salam alaikum, non pas parce qu'il est musulman, mais c'est parce qu'ils avaient peur que la communauté musulmane, qui était très engagée en Angleterre lors des émeutes, puisse surréagir avec des attaques de plus en plus agressives. Et ils ont préféré caresser dans le sens du poil cette communauté musulmane plutôt que le peuple anglais qui se révoltait d'avoir eu, en fait, tout simplement, des jeunes filles mortes et violées. Je vous propose, chers amis, chers invités, chers auditeurs, de passer ce court bobino. J'ai mes 3 petits paquets de questions qui vont nous prendre une bonne trentaine de minutes, certaines qui vont plutôt sur les sujets politiques actuels, et petit à petit, on ira sur des questions plus précises concernant Pierre Jovanovic. Le bobino, et on revient tout de suite après, s'il vous plaît. Pierre Jovanovic, le magnifique, l'auteur de l'enquête sur les anges gardiens 666 777 888, et dans la foulée du 888 sur, justement, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Eh bien, ce dernier livre, puisqu'il est aussi éditeur au Jardin des Livres, ce sont Les Intemporels, Margherita Guarducci, qui est archéologue et épigraphiste. Vraiment, je conseille ce livre, La découverte de la tombe de Saint-Pierre, la plus mystérieuse des aventures archéologique du XXe siècle, car c'est toujours de la belle ouvrage, c'est du beau travail, le travail d'éditeur de Pierre Jovanovic, et alors là, vous avez restitué une multitude du fait qu'elle soit... C'est rempli de documents, voilà, et de petits graffitis, mais c'est autre chose que les... C'est remarquable, elle a fait un travail absolument remarquable. Et bien vous aussi, À d'ailleurs, offrir à de tous les restitution. Pierre, à tous les Pierre, Jean-Pierre. Noël donc arrive, Pierre-Yves. vous savez ce que vous pouvez mettre sous le sapin. C'est une occasion, en tout cas, c'est une... voilà. C'est une proposition qui vous est faite. Alors, les auditeurs, un auditeur, jamais c'est Madame Le Pen ne sera dédiabolisée et elle sera condamnée. Bon, bah ça, elle sera condamnée. Non, mais d'accord avec ça notre auditrice, quelque part, elle a raison, parce que le nom Le Pen... sans le soufre, voilà, c'est aussi simple que ça. Ça sent le soufre, voilà, c'est clair. Vous savez, ça fait partie de ces noms qui enfin bon, c'est vraiment gênant. Hein, ça clive tout le monde maintenant. Ça clive tout le monde dans les banlieues, alors que Trump ne clive pas. Hein, c'est ça que vous devez voir. Hein, comme Kamala Harris, elle avait choisi l'option de ne parler qu'à toutes les communautés. Marine Le Pen,
a pris la décision effectivement de jouer la politique de dédiabolisation au lieu d'affirmer haut et fort toutes ses positions. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le Christ a dit « je te vomirai de ma bouche ». Ni froid, ni chaud, mais tiède. Mais tiède, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je te vomirai de ma bouche. À force d'être tiède, on est trop tiède et on finit par... Voilà, c'est ça. C'est la tiédeur qui pèse. Margaret Thatcher, elle a été extraordinairement populaire quand elle a déclaré la guerre à l'Argentine. Elle avait quasiment 80% d'adhésion de la totalité des Anglais pour la guerre aux Malouines. Elle n'a pas hésité. Elle avait explosé les mineurs. Elle a détruit la totalité de l'industrie automobile anglaise qui était en déficit, également les mines de charbon. Elle avait pris des décisions. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, peu importe. Je dis qu'elle s'est montrée comme femme politique. Voilà. Autre question d'une auditrice cette fois-ci. Bonjour à tous. Marine Le Pen ne souhaite pas le pouvoir. Son attitude n'a rien d'un... Alors ça, c'est vraiment... Ça revient souvent. Donc je vais la finir. Je vais finir cette question et puis vous allez pouvoir réagir les uns les autres. Donc Marine Le Pen ne souhaite pas le pouvoir. Son attitude n'a rien d'un responsable de parti qui respecte les personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. J'ai voté... dit cette auditrice, pour le Rassemblement national, j'ai plus de 60 ans. Et en fait, Macron lui annonce la couleur, Mélenchon aussi, mais Marine Le Pen, elle trompe son électorat chaque jour en ne s'attaquant pas aux réformes gouvernementales. Je n'ai plus confiance dans le RN, je ne ferai pas un vote contre le macronisme la prochaine fois. Je n'ai pas compris la fin, parce que donc est-ce que ça veut dire que vous allez voter pour Emmanuel Macron? Enfin bon, est-ce qu'elle ne veut pas le pouvoir? Ça, c'est un peu la question tarte à la crème, là. C'est quelque chose qui revenait souvent, hein. Quelque chose qui revenait souvent. Moi, j'ai entendu des centaines de fois Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen ne veulent pas le pouvoir. Je pense que vous l'avez entendu aussi. Hein, voilà. Quand on fête la défaite, la façon dont elle a fêté. Oui, bon, voilà, je ne sais pas encore. Franchement, c'est pas ça. Mais de toute manière, encore une fois, la ligne, son nom représentait une ligne. Ce que vous dites, Pierre, oui. Tout à fait. Son nom est tellement un repoussoir, au contraire, un aimant. Et en fait, elle en a fait un truc qui n'a ni queue ni tête, en quelque sorte. Ce n'est ni la ligne dure Le Pen, ni encore le centriste Bayrou. Donc voilà. C'est ça. Mais on espère qu'elle a quelque chose réellement dans sa tête et dans ses projets qu'elle n'affiche pas. Raphaël, vous avez une réaction? Sinon, il y a d'autres... attendez, vous allez pouvoir réagir un peu après. Cette auditrice... bonjour, j'ai entendu, je crois qu'il s'agissait d'une intervention de Chouard, mais pas sûr de ma source, que ce FN, entre parenthèses RN, était un leurre pour empêcher la France de récupérer sa souveraineté. Si vous lisez cette question, qu'en pensez-vous? De mon côté, n'étant pas politologue, je pense que Macron et Le Pen, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Il ne faudrait peut-être pas abuser. Non, il ne faut peut-être pas abuser. Raphaël? Non, c'est un abus. Il ne faut pas oublier que le Rassemblement national, c'est pas uniquement Marine Le Pen. Vous avez un entourage politique et vous avez en fait de nombreuses personnes qui participent à ce mouvement. Et en fait, plus le temps passe et plus c'est le premier parti de France. Donc vous avez de nombreuses personnes au sein du Rassemblement national qui veulent vraiment œuvrer pour la nation, qui veulent lutter contre le bloc centriste, l'arc républicain, tout ce que vous voulez. Le problème que l'on voit, en fait, encore une fois, moi je reste à cette définition claire, ce n'est pas que Marine Le Pen ne veut pas le pouvoir. C'est simplement qu'elle a du mal à le prendre parce qu'elle part tout simplement sur la mauvaise stratégie de base. Elle souhaite pouvoir prendre le pouvoir après avoir été dédiabolisée, ce qui ne marchera pas. Parce que lorsqu'elle arrivera à 49%, on verra, là en fait il n'y a même pas eu besoin d'attendre 49%, on voit aujourd'hui qu'il y a une tentative de voir couper la tête du Rassemblement national. Non mais Raphaël a raison, c'est véritablement ça, quoi. Elle s'est tellement soumise que maintenant elle est à portée, on peut lui couper la tête facilement. Non, c'est aussi simple que ça. Cette auditrice, mais enfin, ces politiques détestées françaises sont les mêmes que ceux d'Angleterre. Tous ces enfermements anglais sont les mêmes en France. Effectivement, Lara, vous m'avez précédé. La France miroir, la France couchée, la France serpillière, la différence en France. Et bon, la feinte, alors là, évidemment, on reconnaît notre auditrice, premier de l'an avec Hanouka. Je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Moi non plus. Aïe, 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 Françoise.
Bon, à l'intérieur du RN, on dérange quand on parle de la fraude électorale, pourtant bien réelle. La première fraude est d'enlever les bulletins de vote du candidat RN aux législatives au deuxième tour. Tout étant contre le RN, ils pouvaient s'entendre pour favoriser l'autre candidat dans les urnes. Il y a de la truc aussi. Ah oui, tout à fait. Moi, j'avais reçu, vous savez, les enveloppes là avec et parfois les bulletins de vote pour Marine n'y étaient pas, quoi. Enfin, Ah non, mais moi j'ai une auditrice c'est un truandage absolu. Ils ont truandé. Littéralement, faut le dire. Dans un bureau de vote pas loin d'ici, c'est une auditrice qui m'a raconté ça. En fait, il y a des piles des noms candidats. Et en fait, la pile de Marine Le Pen était sous la pile d'un candidat centriste. Oui, bon, donc il fallait réclamer, en fait. Le public, donc, voilà, et puis les gens n'osent pas réclamer. Et tu vois pas Marine Le Pen, tu dis, mais à la limite, oui, mais en fait, il faut faire un scandale. Oui. Ouais, chaque fois, ce sont... Vous savez, n'oubliez pas, les Américains ont volé la victoire de Trump il y a 4 ans, parce que c'est la raison pour laquelle ils avaient lancé le Covid, les confinements, et tous les médias américains disaient aux gens, n'allez surtout pas voter, dans les bureaux de vote, vous allez attraper le Covid. Donc les Américains, massivement, ont voté par correspondance. La mort, résultat des courses. Et d'ailleurs, on le compare, en comparant les résultats d'aujourd'hui, on voit qu'il y a 20 millions de votes qui ont littéralement disparu. Et les seuls départements, États américains où Kamala Harris a gagné, ce sont les États où on ne demandait pas une preuve d'identité aux gens qui venaient voter. Ah bah tiens, c'est tout. Comme par hasard. Mais bien sûr. Non, mais... Alors il y a un autre moyen, dit cet auditeur, pour réussir à empêcher le peuple de pouvoir s'exprimer et d'avoir les représentants qu'il mérite. En Thuringe, alternative sur Deutschland, vous savez, la AfD, étant arrivé premier, tous les autres ont modifié les règles d'élection du président du Land après le résultat. En France, si le système n'avait pas regroupé les régions en 2015, au moins la région Languedoc-Roussillon aurait été gagnée par le Front National. En plus, il y a l'entente des sortants, on va dire. Oui, mais en France, là franchement, il y a un problème. Cette histoire c'est vraiment un sacré problème parce que le peuple n'est pas représenté comme il devrait être et il se garde bien d'effectivement de corriger ça. C'est un véritable scandale. Le fait de se mettre d'accord pour tout, tiens, je vais faire voter pour toi, mais tu me donnes tel poste derrière, mais ça ne devrait même pas exister. C'est déjà notre système électoral, ne serait-ce que pour les législatives, surtout pour les législatives, il est totalement bidonné, ça c'est sûr. Le peuple n'est pas représenté comme il faut. Mais il y a même cette question de vote blanc, quand on voit l'abstention et quand on voit que si le vote blanc était comptabilisé, il y a tout un tas d'échéances électorales qui seraient annulées par la simple présence du vote blanc, parce que les gens sont prêts à aller voter quand le vote blanc est proposé, puisque les candidats ne leur conviennent pas. Donc, le vote blanc, c'est un peu spécial. Je voudrais revenir sur Le Pen, parce que n'oubliez pas, il y a quand même quelque chose qui avait troublé les Français, c'est lorsque Marine Le Pen avait exclu son père, Jean-Marie Le Pen, du parti. Donc déjà, il y avait quand même... et vous savez ce qu'on dit, tu respecteras ton père et ta mère, c'est quand même important. Et ensuite, vous avez Marion Maréchal Le Pen, qui, à peine élue, trahit Zemmour. Je veux dire, mais elle n'a même pas attendu 2 minutes avant de quitter le... Donc il y a des histoires de trahison qui sont très très mal perçues par les Français. D'ailleurs, la sympathie et Marion Maréchal Le Pen fait partie de la nullité la plus totale qui puisse exister. Qui donc Marion Maréchal Le Pen. Oh, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Tiens, il y a une auditrice qui vous aime beaucoup qui dit comment Pierre Jovanovic est pour Zemmour. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'étais très pro Zemmour au début. C'était un collègue de travail, je rappelle là. Donc je l'ai soutenu. Sûr, oui, alors les gens qui disent oui, Jovanovic antisémite, non, sinon j'aurais pas fait campagne. C'est vrai. Alors là, pour le coup, c'est vrai. Non mais c'est vous recentrez votre image d'un coup. Mais Pierre, par rapport aux trahisons, là aussi, il y a eu la trahison. En fait, le sentiment de trahison, en tout cas, la façon dont Marine a présenté le départ de Marion vers Zemmour, elle en a bénéficié derrière parce que la sympathie des électeurs est allée vers celle qui a été... mais ça fonctionne dans deux sens. Mais moi, je rappelle que Marion Maréchal Le Pen avait déjà trahi ses premiers électeurs parce qu'elle avait renoncé à ce... mandat. Oui, elle avait renoncé à son mandat. Je dis, tiens, je suis élu, mais allez vous faire voir...
Voilà, ça c'est il y a quelque chose qui me enfin bon, passons. Après, elle a C'est un un autre âge sujet. qui... Non, c'est impardonnable. Voilà. C'est impardonnable. Qu'est-ce qui est impardonnable ? Le fait de renoncer à son mandat comme ça. Mais par contre, voilà quelqu'un qui affirme ses convictions. Oui, mais bon, franchement, ça le fait pas. J'ai l'impression qu'en France, soit on leur reproche leur personnalité, soit on leur reproche... Vous avez entendu un truc politique là de la part de Marion Maréchal Le Pen ? Non. Bah, si, Franchement, Pierre, elle reprend si. les grands Bah, trucs s'il y de avait Satan, une pardonnez-moi. tête de femme forte, c'est plutôt Marion. Je vois pas d'autres Ah oui, sur elle est l'horizon. tellement forte qu'elle renonce à son mandat en plein cours. En grosso Elle modo, était c'est très l'idée. jeune. C'était la plus jeune Oui, c'est la bonne députée excuse. Elle est de... très jeune. Disons Non, elle qu'elle était fait pas des si jeune que ça. allers-retours Et surtout, elle était Elle très est pas si gênée. jeune que ça, Oui, non, pardonnez-moi. mais au moment où elle était députée, elle était très jeune et puis il y avait une forte en fait vague. Bon, elle qui a gênait trahi Marine. Zemmour à 5 minutes après Mais l'élection, qu'est-ce qui je s'est rappelle. passé avant? Il tient à Mais sa on s'en caution, fout. Pierre. Mais on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, Pierre, parce que elle Le parle linge du sale. fait Non, qu'elle mais- va. Non, c'est pas le linge Non, sale. non, 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 C'était non, des là, je annonces suis pas du tout officielles. d'accord avec vous. Elle Là, pour s'oppose le à coup, l'abattage rituel et mais- le lendemain, Sarah Knafo dit ah bah si, on est bien pour. Elle n'était pas première de la liste. Ça, c'est Non, pas. mais C'est s'en du fout, sabotage. elle a claqué la Avec porte de Pierre, bon, Zemmour. voilà. Attendez, à peine. En plus, le canard enchaîné, elle est partie avec la caisse de Zemmour. Elle n'est pas Ça, partie c'est sûr. seule. Curieusement, elle n'est pas partie Bah, seule. une conjuration. Ils sont partis quatre. Ça, c'est le truc impardonnable. S'il y a un truc ouais, là, impardonnable, c'est bien ça. C'est ça, le canard enchaîné, des fois, ils ont des bons trucs, ils ont sorti des trucs. Non seulement elle a trahi, mais en plus, elle est partie avec la caisse. Marine Le Pen gère sa carrière, rien de plus, comme beaucoup de politiciens, et cette République, par ses biais, le permet. Non, Marine Le Pen est quelqu'un de sincère. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Franchement, mais comment dire, malheureusement, c'est son entourage. Voilà. C'est son entourage. C'est aussi simple que ça. On a encore des questions sur la première partie d'émission. On va terminer avec Pierre sur, Raphaël, je sais sur pas le si livre. Raphaël, Bah oui, Mais, Raphaël. alors juste un auditeur et après voilà la réaction de Raphaël à tout ce qui vient d'être dit. Un auditeur, Jean-Marie Le Pen, et alors ça c'est bon, c'est une petite respiration, est natif des Gémeaux. Comme Donald Trump, ils sont particulièrement doués pour la communication, pour le spectacle, comme tous les natifs de ce signe. Ça, c'est assez exact. C'est vrai. ça. Oui. Bon. T'es pas Gémeaux? Pas du tout. Non, mais alors, franchement, Y a-t-il un oui, Gémeaux, que là, ouais. ça marche pas, parce que Mais t'es pas si bon que ça en le communication, je Capricorne, plaisante. le Capricorne est très discret, très timide, etc. Oui. Ah, parce que t'es Capricorne. Oui, je suis Capricorne. Ouais, mais alors oui, mais à mon avis, l'ascendant doit jouer un rôle. Raphaël. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur le signe astrologique, mais pour rebondir sur le cas Marion Maréchal, encore une fois, Pierre a tout à fait raison. C'est-à-dire, il faut simplement observer ce qui a été fait. Elle collabore avec le parti d'Éric Zemmour pour ensuite partir. Et en fait, trahir en interne, c'est-à-dire sans consulter le camp Reconquête, vouloir faire des négociations avec Marine Le Pen. Ça s'appelle tout simplement une trahison, qu'on soit d'accord ou non avec Ouais, Marion Maréchal, avec un grand T. avec le Rassemblement national. Et de toute façon, moi, je vais encore rajouter un point. Vous savez, il y a des problématiques souvent de double nationalité ou en tout cas d'intérêt extérieur. Qui est son mari à Marion Maréchal? Est-ce qu'elle s'intéresse uniquement à la France? Non. Moi, son mari est italien. Et qu'est-ce qu'elle a fait en quittant Reconquête? Elle a rejoint en fait le Parti européen conservateur. Bah, voilà, donc elle sert, à Mélanie. mon avis, ses intérêts. Et il suffit de l'observer. Après, il y a des personnes qui souhaitent croire en la force et la puissance de Marion Maréchal. Je pense que la liste est déjà assez longue d'échecs ou d'inutilité politique. Pas besoin d'en parler plus longuement que ça. Surtout pour la situation française qui est dans un état grave. Et c'est pas Marion Maréchal qui va redresser la situation. Ça, c'est sûr. En tout cas, moi, je ne vois pas quelle tête on pourrait aujourd'hui imaginer grandir pour plus tard. Ne parce vous que- inquiétez pas, l'histoire fabrique les hommes providentiels ou les femmes providentielles quand elle en a besoin. La Providence. Bah, on en a besoin là. hein. le- On en a besoin là. Vous savez, moi j'ai écrit un livre, AH ou La vengeance de la planche habillée. C'est toujours un homme providentiel qui vient, quitte à tout casser, à renverser la table. Il n'y avait pas que lui. Si vous regardez, par exemple, vous avez Atatürk. C'est véritablement l'homme providentiel qui vient sauver la Turquie. On a eu De Gaulle qui a sauvé la mise. À un moment donné, il y a un homme providentiel qui arrive et qui sauve la mise. Tiens, concernant De Gaulle, on a un auditeur qui est un peu chafouin là ce matin, je trouve. Et pour ça, j'ai failli même ne pas poser les questions.
parce qu'il est un peu trop critique à mon goût. Cher Pierre Jovanovic, De Gaulle expulsant les OQTF en 48 heures, point d'interrogation. Vous rêvez vers où ? L'Algérie qu'il a bradé, ça fait partie. C'est vraiment mais c'est comme toujours la là, rancune, le souvenir, la tarte à la toujours crème. revenir sur les choses qui fâchent entre nous. Justement, non mais c'est très très bon. Au contraire, vous avez bien fait de noter la question. Que s'est-il passé en Inde ? Oublions l'Algérie. Les Anglais, à un moment donné, sont partis. Et il y a une grande différence entre la manière entre le départ des Français et le départ des Anglais. Les Anglais, eux, ils sont partis avec tout ce ils ont même emporté les câbles des téléphones, les centraux téléphoniques, parce que c'est des Anglo-Saxons protestants, que c'est des gros radins, et des Écossais très très souvent. Et donc ils ont tout ce qu'ils avaient amené en Inde, ils l'ont remporté. Tout ce que la France a fait en Algérie, elle l'a laissé. Donc déjà. Pour les Algériens, quand même, c'est une sacrée différence. Alors, en ce qui concerne tous les pieds noirs, je suis désolé, c'est le sens de l'histoire. De Gaulle a parfaitement compris le sens de l'histoire, de la même façon que les Anglais ont parfaitement compris le sens de l'histoire, de la même façon que pour tous les pays africains qui ont été colonisés, etc., ils ont le Portugal abandonné ses colonies, l'Italie a abandonné ses colonies. Donc, vous pouvez en vouloir à De Gaulle toute votre vie. Eh bien, écoutez, vous allez mourir avec vos regrets, retournez en Algérie, allez vivre en Algérie puisqu'elle vous manque tant. Non mais c'est vrai, il faut organiser le truc dans l'autre sens parfois. Et alors, quand c'est pas l'Algérie, on trouve encore autre chose qui fâche. Vraiment, et quand c'est pas l'Algérie, c'est le capitaine Dreyfus. Et pas quand c'est pas le capitaine Dreyfus, c'est la découverte de la tombe de Saint-Pierre au Vatican sous Pie XII. Je suis désolé, j'ai beaucoup d'affection pour l'auditeur, mais ça va être ça. Allez, on va s'occuper un peu de lui. Non mais il a raison, il a raison de souligner parce que je l'ai entendu tellement de fois. Combien de fois, oui, De Gaulle le traître, il nous a abandonné, tati tata. Je dis mais attendez, mais c'est le sens de l'histoire. Mais penchez-vous un peu sur. Je veux dire, c'était évident que ça allait se passer. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Regardez ce qu'a fait Gandhi. Vous croyez que c'était le seul ? Il y a eu la période de colonisation, puis il y a eu la période de libération. Je veux dire, au Maroc, ça s'est très bien passé. Et encore une fois, comme vous dites, l'histoire jugera, mais les Britanniques, quand ils colonisaient, ils se construisaient leur propre oasis au sein du pays et ils pompaient les richesses. Les Français y allaient, construisaient des hôpitaux, des autoroutes, des ponts, etc. Absolument. Voilà. Et moi, j'ai un pays, la Croatie, qui a jusqu'à maintenant, quand vous faites des voyages en Croatie, les guides racontent les bienfaits de la colonisation française pendant 4 ans. Seulement 4 ans, la France a asséché les marées et a permis à la Croatie d'être le pays d'aujourd'hui qu'il est. Donc voilà. Une partie d'Istanbul a été reconstruite par la France, par exemple. Aujourd'hui, il y a des immeubles à Istanbul qui sont typiquement français, qui datent des années 1910, 1920. C'est très intéressant. C'est deux mondes différents, c'est deux approches différentes, c'est deux approches religieuses, techniquement différentes. Les Français partagent, ils aiment soigner, voilà, ils aiment éduquer. Les Anglais, ils aiment éduquer, mais c'est uniquement dans leur sens. Voilà. Et je vous dis, partout où ils ont été, chaque fois qu'ils ont été obligés, ils ont emporté même les centraux téléphoniques. Vous voulez une blague ? Le seul homme providentiel pour moi serait Philippe de Villiers. Non, il passe pas. Il passe pas. Attention à ce que vous dites sur Marion Maréchal. Regardez-moi ça. Alors, pourtant, je vois pas trop ce qui est répréhensible là-dedans. Oui, mais qui porte plainte, ils sont fous. On s'en fiche pas, mais en tout cas, Radio Courtoisie, non. Mais en tout cas, là, je n'ai pas à me dissocier personnellement de ce qui a pu être dit, qui sont des propos politiques. J'ai rien entendu d'infamant d'aucune sorte. Ou alors, il faudra préciser. Elle a trahi Zemmour. Voilà, ils peuvent porter plainte autant qu'ils veulent. Ça leur plaît pas, tant pis. C'est la réalité. Il y a des gens qui n'aiment pas la réalité, en fait. C'est ça le truc. Après, le trahison et demi, on le sait bien. Chirac, trahi par Balladur, alors c'était le super traître dans l'absolu. Il a passé sa vie, Chirac, à trahir. J'espère qu'il n'y a pas une association de Bretagne qui va porter plainte. Mais Balladur a trahi Chirac aussi, non? Il s'était fait des promesses, pardon. Qui trahit, trahira, il se trahit. Sarkozy avait trahi Chirac. Et il reste que 3 minutes, les amis. Et alors, il y a quand même... Alors, ce gendarme, Pierre, un auditeur, et ça me chagrine. Donc peut-être qu'il faudrait que vous précisiez ce que vous avez... Sur la tentation. Voilà.
Arrêtez de parler tous en même temps. Oh, mais décidément, Denis, vous êtes levé d'un mauvais pied ce matin. Oui. Qu'est-ce que je voulais... Oui, il y avait une question quand même. Oui, vraiment, il n'était pas content, l'auditeur, et j'aimerais vraiment que vous répondiez. Qu'est-ce que vous m'avez bougé mes fiches, là. Ah oui, voilà. Merci Lara. J'ai écouté jusqu'à maintenant vos émissions avec grand plaisir. Aujourd'hui, je suis profondément je ne vous écouterai choqué. plus. C'est ça. Ah non, mais moi, je pense que vous êtes mal fait comprendre. Surtout que je vous connais, Pierre. Je suis profondément choqué que vous laissiez parler une personne qui fait, donc, on le reproche, qui fait la promotion du livre La dernière tentation du Christ. Il est vrai qu'aujourd'hui, le blasphème ne dérange plus personne. Non, mais attends, mais ils n'ont pas lu le livre. Mais ces gens-là n'ont même pas lu le livre et ils nous donnent des leçons, mais c'est incroyable. Mais cher monsieur, lisez le livre avant d'écrire. C'est un livre absolument sublime. Véritablement sublime. Il n'y a aucun blasphème. Je veux dire, c'est un best-seller en Grèce. Et je peux vous dire qu'en Grèce, l'orthodoxie, c'est du sérieux. Donc voilà. Non, mais, vous savez, c'est comme ces traditionnalistes. Mais c'est parce que j'ai prononcé le terme traditionnaliste, donc c'est pour ça. N'oubliez pas, ils avaient mis carrément une bombe dans un cinéma de Saint-Michel qui diffusait le film, l'adaptation de Coppola, je crois, La dernière tentation du Christ. Et il y a eu 2 morts, ou un mort. Donc ces bandes d'abrutis ont tué quelqu'un alors qu'il suffisait simplement de lire le livre. Bon, on réagit, il y a beaucoup de réactions, mais de toute façon, moi, plus il y a de réactions, plus ça prouve que l'émission est réussie. Merci à Patrice, merci à Sylvie, merci quand même à Arnaud, bien évidemment. Merci à Lara, merci à notre directeur de publication, merci à Raphaël, et bien sûr, merci au magnifique Pierre Jovanovic. C'est gentil. Et je donne rendez-vous sur la revue de presse, sur quotidien.com, voilà. Et donc, tous les auditeurs qui m'en veulent pour De Gaulle, pour Marion Maréchal Le Pen, etc., peuvent m'écrire sur quotidien.com. Merci à tous pour cette écoute et place maintenant à Mike Borowski. Merci.